Pas juste la tête. Donne-moi un Kleenex, s'il te plaît. Je vais pleurer. Accéder au wagon. Laissez-moi sortir! Antisémite! Come here. Je sais pas de quel côté qu'ils me mettaient leur soupe pour chier en fait. Ils ont mis que les pots, il n'y a pas l'emplacement. Le côté humour de la vidéo. On mettra les véhicules vers la fin. Hein? On mettra les véhicules vers la fin. Tu veux pas, bébé? Sans le prendre, ouais. Imaginez qu'un casque, hein, je sais pas. Les grilles de garde, hein, en fait. Hein, petit abri de soldat, quoi. C'est vraiment petit. Prochain déminage.
Ouais, non, reste tout, ouais. Ah ouais. Un homme d'équipage de torpille. Un petit lieu d'ouf, hein. Dans le radar, là. Berlin, 1930. Sous la direction du capitaine Dornberger, l'armée allemande donne naissance à un service spécialisé dans la recherche sur les fusées à carburant liquide. À la suite de ses travaux, en 1936, Dornberger, rejoint par von Braun, aménage le centre de recherche de Feldman. C'est là qu'ils achèveront la conception et le développement de la première fusée opérationnelle de l'histoire du monde, le V2. À précisément, le 3 octobre 1942, pour la première fois, le lancement du V2 est un succès total. Entre-temps, le 24 mars 1933, Hitler obtient les pleins pouvoirs. Il instaure le régime nazi. Sa politique, pour faire face à la crise économique, débouche sur la préparation de la guerre. Je fixe en conséquence les tâches suivantes. L'armée allemande doit être prête à combattre dans 4 ans. L'économie allemande doit être en état de soutenir une guerre dans 4 ans. Mémoire secrète d'Adolf Hitler. 3 septembre 1939. Suite à l'invasion de la Pologne, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. « 1940, c'est la guerre éclair. La France est vaincue. Seule l'Angleterre n'a pas encore abdiqué. 1941, Hitler envahit l'URSS et le 7 décembre de la même année, en réponse à l'attaque japonaise de Pearl Harbor, les États-Unis entrent dans la guerre. Le conflit prend alors une dimension mondiale. Devant la situation, chacun des deux camps utilise l'économie et la science. Les Alliés bénéficient du radar et de l'ASDIC. Les États-Unis mettent au point la bombe atomique. Quant aux Allemands, forts de plusieurs années de recherche, ils mettent en œuvre la construction de leur arme V, dite de représailles, le V1 et le V2. Les rangs de V1 sont installés dans plus de 400 points stratégiques. Et le 22 décembre 1942, Hitler donne l'ordre au général Dornberger de construire de toute urgence un bunker dans le nord de la France. Il devra servir d'usine d'assemblage, de fabrication d'oxygène liquide et de base de lancement des fusées V2. Son objectif, l'invasion de l'Angleterre. Le site d'Epernay est alors retenu. Février 1943. Les plans du bunker sont achevés et en mars, les travaux commencent. Plus de 3000 ouvriers travaillent jour et nuit. Le bâtiment doit être opérationnel en octobre. À cette époque, la population locale est persuadée qu'il s'agit de la construction d'une centrale électrique. À Londres, les autorités britanniques ignorent encore, et pour longtemps, le rôle exact de cette construction. Pourtant, suite à une série de photos aériennes prises pour la première fois,
Il y aura le doc. C'est grave. Magnifique. Splendide. Du coup qui parle, magnifique. Ouais, on va voir la bête. La notion d'arme impose le mouvement aux amis. Malgré les divergences dans les états-majors sur l'existence de telles armes, le but est là. Le bunker d'Everlek est placé sous haute surveillance aérienne. Les Alliés ne pouvaient imaginer que ce vaste champignon deviendrait une usine d'assemblage et une base de lancement des terrifiants B2. Pour mieux comprendre ce qu'est un V2, comparons-le à un V1. Conçu par l'armée de l'air allemande, le V1 est une bombe volante qui ressemble à un petit avion sans pilote. Son décollage est horizontal. Il est copié sur le principe d'un porte-avions. Une rampe de lancement de 45 mètres de long, inclinée à 10%, est installée dans la nature, en direction de l'objectif à atteindre. Posé au pied de la rampe, accroché à un piston, le V1 est catapulté grâce à la réaction chimique du peroxyde d'hydrogène sur du permanganate de potassium. Cette réaction l'accélère et le propulse vers le ciel jusqu'à une vitesse de 650 km/h. Avec le V1, on assiste à la première utilisation industrielle du pulsoréacteur. Son carburant est le kérosène. Son autonomie lui donne une portée de 300 km. Volant à une altitude d'environ 2000 mètres, il atteint son objectif par un compteur à distance anémométrique, ou plus simplement par épuisement de carburant. Le V2 est bien plus évolué technologiquement. Conçu par l'armée de terre allemande, il est l'ancêtre de nos fusées modernes. Son lancement est vertical. Il s'arrache du sol grâce à une poussée de 25 tonnes pendant 65 secondes. Il atteint alors la vitesse de Mach 4, soit plus de 5000 km/h pendant 113 km. Comme il ne quitte pas l'atmosphère, le V2 n'est pas satellisé et retombe en chute libre. Sa courbe ascendante est respectée grâce à un système de gyroscope accéléromètre intégrateur. Première réalisation en série d'une plateforme inertielle. Le carburant, l'éthanol et le comburant, l'oxygène liquide, sont transférés vers la chambre de combustion par une turbopompe actionnée par la réaction du peroxyde d'hydrogène sur du permanganate. On comprend mieux dès lors la puissance du V2. Plus rapide que le son, il n'est pas imperceptible. 5 fois plus lourd et volant plus haut que le V1. Le V2 arrivera au sol avec un poids de plus d'1 million de tonnes.
Pour le campus planétaire de Soup, il y a un véritable tremblement de terre. Georges explosif de gaz. Les deux villes qui sont plus dévastateurs sont très nécessaires. Étant donné les nombreux réglages nécessaires avant le départ des deux, le principe de leur lancement à partir de bunkers fortement protégé fut retenu. De plus, les transports d'oxygène utiles à la mise en route fut considéré comme trop dangereux et les bunkers requéraient un souple stockage. Quand les ordres de décembre 1952 fut clair de la construction d'un bunker dans le nord de la France, suite à l'angoissement de Stone, fut confiée la recherche de l'emplacement. À première vue, la région la plus favorable se situait entre Saint-Omer et Villeurbanne. Son relief permettait à sortir des anciens marques de protecteur à sécurité de Saint-Omer. Un effet calculé par Porter et Fidel permettait l'acheminement de nombreux matériaux de transport. Après avoir examiné un certain nombre de endroits où se développaient par l'ambiance et la région potentielle, il fut choisi Dit noordelijke deel van de bunker had vervolgens van een 5 meter dik dak voorzien geworden. Kijk hier naar het disco tussen de plattegronden. De rechterzijde, een derde van de totale oppervlakte, is nog verwezenlijkt. U kunt zich nu de reusachtige afmetingen voorstellen die de oorspronkelijke bunker hadden hebben. Op het punt nummer 1 ziet u de vloer van het tweede niveau, dat bestemd was voor het opslaan en het samenbouwen van de VVV's zonder bewaring. Deze zaak zal een hoogte bereiken van 14 meter en 120 raketten moeten kunnen bevatten. Tegenover ons ziet u grenzend aan de noordzijde